ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et c'était les Cowboys Fringants avec leur titre Plus Rien. On va ensuite enchaîner avec l'interview de quelqu'un d'un peu spécial, Olivier de Scooter, qui est engagé dans le mouvement de transition et qui a notamment participé au film Demain. Transition. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Je vais vous poser comme première question, comment pourriez-vous vous définir dans votre vie, dans votre travail, mais aussi dans votre implication dans le mouvement de la transition ? Mais j'ai travaillé sur la question de la soutenabilité de nos modes de vie depuis une dizaine d'années et j'ai peu à peu pris conscience que les outils réglementaires et les incitants économiques que les gouvernements utilisent pour essayer d'encourager la transition écologique étaient insuffisants et qu'il fallait que nous intégrions l'obligation de modifier notre rapport les uns aux autres, notre rapport aux écosystèmes, pour que des changements durables puissent s'effectuer. Et d'où mon intérêt pour les questions de mode de vie, de sobriété heureuse ou choisie, qui est le résultat d'une longue maturation, puisque je partais dans mon travail il y a une dizaine d'années de la question du rôle des gouvernements. J'en suis arrivé au constat qu'au fond, ils étaient impuissants à changer les choses sans nous. Quelle est votre image de la transition aujourd'hui ? La transition doit miser sur la combinaison de 3 types d'outils. D'abord, évidemment, les cadres réglementaires, économiques et politiques que les gouvernements mettent en place, qui sont une condition nécessaire mais pas suffisante. Par exemple, en termes de fiscalité ou en termes de réglementation sur l'usage d'industries polluantes, etc., des écotaxes. Deuxièmement, il y a un rôle du secteur privé, des acteurs économiques, qui doivent aussi s'inscrire dans une démarche qui contribue au recyclage des déchets, qui contribue à une utilisation plus efficiente des ressources, une utilisation moins importante des ressources et une production moins importante de déchets. Et puis, troisièmement, il y a le niveau des citoyens, des hommes et des femmes ordinaires, dans leur comportement quotidien de consommateurs, mais aussi dans la manière dont ils organisent leurs loisirs et dont ils choisissent d'exister au quotidien, c'est tout à fait essentiel. Et sans ce troisième niveau et sans la combinaison de ces différents niveaux, on risque de ne pas faire des progrès significatifs dans une course de vitesse engagée contre la dégradation des écosystèmes que nous risquons sinon de perdre. Actuellement, comment voyez-vous l'avenir du mouvement de transition dans la société et sommes-nous prêts à changer de mode de vie ? Un grand débat aujourd'hui agite la communauté des chercheurs autour de la question de la transition et de la manière de la concevoir. Et notamment, ce qui retient l'attention des chercheurs, ce sont les rapports entre les innovations de niche, comme on les appelle. Par exemple, les quartiers durables, les potagers collectifs urbains, les initiatives entre voisins pour recycler des déchets, etc. Et ce qu'on pourrait appeler le régime dominant, le système mainstream qui, pour l'essentiel, caractérise ce dont la plupart des gens dépendent. Et il y a 3 lectures de ces rapports entre innovation de niche et régime dominant. Une première lecture est de dire qu'il faut que ces niches soient préservées parce qu'elles peuvent expérimenter des alternatives qui, le jour où le régime va s'effondrer sous la pression de la dégradation des écosystèmes, ces niches pourront fournir une alternative. Et donc, une deuxième lecture, c'est de dire ces innovations de niche doivent d'ores et déjà être intégrées dans le système dominant, former peu à peu une alternative dont le système dominant peut s'inspirer pour se réformer progressivement. Et le danger de cette lecture, c'est évidemment que ces innovations dites de niche soient cooptées dans un système qui n'est pas soutenable et qui va simplement pouvoir se perpétuer, gagner 5 ans, gagner 10 ans, continuer de recycler au fond ces innovations de niche dont le caractère subversif et révolutionnaire sera perdu. Alors il y a une troisième lecture qui consiste à dire que ces innovations de niche ne sont pas cooptables, ou en tout cas elles ne sont pas toutes cooptables.
certaines d'entre elles sont un peu des chevaux de Troie qui vont obliger le système à se réformer de manière plus radicale et fondamentale. Et cela à condition que ces innovations de niche soient fondées non pas sur des dispositifs techniques, des innovations technologiques qui sont aisées à coopter dans le système, mais soient inassimilables, comme par exemple l'agroécologie, que je défends comme manière de produire notre alimentation, mais qui va bien au-delà d'une série de techniques agronomiques. Le système, s'il veut vraiment faire droit à l'agroécologie, doit se réformer en profondeur. C'est donc une innovation qui est beaucoup plus révolutionnaire, radicale dans ses conséquences. Et je pense que c'est un peu ça qu'aujourd'hui le débat met en lumière, c'est cette coexistence de trois lectures de ces rapports entre innovation de niche et système dominant. D'accord, mais la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui ou sous une autre forme a-t-elle encore une place dans le monde de demain ? Nous sommes allés très loin dans un mouvement de balancier de systèmes locaux et territoriaux à des systèmes mondialisés, avec des chaînes d'approvisionnement longues, avec des grandes multinationales qui relient fournisseurs de matières premières, transformateurs et consommateurs à des échelles devenues effectivement mondiales. Et on a besoin d'un retour du balancier vers des systèmes socio-économiques beaucoup plus localisés. Pour toute une série de raisons. D'abord parce que cela va limiter bien évidemment l'empreinte écologique du transport superflu de marchandises d'une région du monde à l'autre, mais aussi parce que cela va créer des nouvelles solidarités territoriales lorsque producteurs, consommateurs, distributeurs sont solidaires d'un même espace territorial et se sentent au fond co-gérants d'un ensemble de communs qu'ils partagent. Donc je pense qu'il y aura toujours une place pour la mondialisation, mais celle-ci devra devenir subsidiaire. Le commerce international ne va pas disparaître, mais il va devoir être relégué à une place beaucoup plus mineure et subsidiaire par rapport à l'organisation de systèmes socio-économiques locaux. Je crois que un des problèmes qui résulte aujourd'hui de la mondialisation, c'est que beaucoup de choix politiques sont faits en fonction de l'impératif de renforcer la compétitivité de nos acteurs économiques sur les marchés internationaux. Il faut par conséquent que l'on relocalise et qu'on combine cette relocalisation à l'imposition de normes sociales et environnementales dans le commerce international pour éviter que cette concurrence ne vienne dicter sa loi, y compris sur le plan des rapports économiques locaux. On parlait justement que la transition, il y a d'un côté une certaine forme de responsabilité politique, donc peut-elle passer aussi par un genre de protestation ? On peut tout à fait lire le mouvement de la transition comme une manifestation de mauvaise humeur par rapport aux politiques tels qu'il se définit aujourd'hui. Au fond, les gens qui s'inscrivent dans le mouvement de la transition ont un message très clair qui consiste à dire qu'ils ne veulent plus attendre que toutes les solutions viennent du politique. Ils veulent prendre en main leur propre trajectoire, ils veulent faire des choix par eux-mêmes sans que le politique donne le signal du départ. Et donc les politiques sont très désemparés. D'un côté, il est tentant pour les politiques de récupérer ce qui se fait et ceci risque de faire perdre leur motivation aux transitionneurs qui sentent que leur initiative fait l'objet de cette récupération. D'un autre côté, il est parfois tentant pour les politiques de se dire, au fond, puisque les gens prennent en main ces initiatives, il n'y a pas besoin que moi je les y encourage. Et c'est en ce sens que parfois on accuse le mouvement de la transition d'être complice du néolibéralisme, d'un retrait de l'État de certains problèmes économiques et sociaux que pourtant l'État devrait accepter de résoudre et dans la solution desquels il devrait accepter de prendre sa part. Alors pour éviter à la fois cette récupération et cette espèce de complicité avec le néolibéralisme et le retrait de l'État, je pense qu'il faut vraiment recréer des liens entre les initiatives de transition d'une part et le politique d'autre part, mais ça suppose une autre conception du politique. Merci Monsieur Descuter et très bonne continuation. Merci, avec plaisir. Transition. Alors c'était donc une interview d'Olivier Descuter.
Une interview certes un peu longue, mais on espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors on va enchaîner tout de suite avec Victor. Victor qui a un TFE justement en rapport avec la transition. Alors bonjour Victor. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer justement sur quoi traite ton TFE ? Mais bien sûr. Alors aujourd'hui on se rend compte dans notre société que l'agriculture n'arrive plus à produire suffisamment de nourriture pour la population mondiale. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à la permaculture. J'ai eu cette idée surtout grâce au film Demain que j'ai vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus très bien. Enfin bref. Donc voilà, j'ai décidé de m'intéresser à la permaculture et au fur et à mesure que je découvrais un peu les grands principes, j'ai décidé de me lancer dans un projet de fin d'études en permaculture et donc de faire un potager dans mon jardin. Donc pour tenter de produire de la nourriture pour un foyer. Donc voilà, alors la permaculture, ça peut parler à certains, ça peut ne rien dire aux autres. Donc pour ces autres à qui ça ne dit rien, dans les grandes lignes, la permaculture, donc c'est l'agriculture permanente. Donc c'est une agriculture avec laquelle on va s'arranger et travailler en cohésion avec la nature, de telle manière à ce que les plantes au final se suffisent à elles-mêmes et ensemble, par association, elles vont chacune s'apporter des bienfaits mutuels. Mais la permaculture ça ne s'arrête pas seulement à l'agriculture, c'est vraiment tout un concept de vie qui touche à tous les domaines de la société. Donc oui voilà, j'ai commencé évidemment à réaliser mon potager et j'espère bientôt que les résultats seront très productifs, très fructueux et moi j'ai de bons espoirs pour ça. Voilà. Alors du coup Victor, j'aurais juste une petite question. En fait, dans le film Demain, c'est un peu justement le lieu où on retrouve en fait par exemple une vigne qui apportera par exemple de l'humidité à certaines plantes sur le dessous, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Donc par exemple, c'est un exemple assez courant, mais on associerait la tomate et du basilic. Donc la tomate, les plants de tomates vont grimper, ils vont prendre le soleil, peu d'humidité. Le basilic on va pas monter beaucoup, mais va rester au pied du plant de tomate et va éloigner les nuisibles, donc les insectes qui risquent de manger les limaces, par les fortes odeurs du basilic. Et en même temps, le plant de tomate va apporter de l'ombre au basilic qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour se développer. Donc en fait, c'est un peu la création d'un nouveau petit écosystème en fait. C'est ça, tout à fait. Et tu penses que dans l'avenir, ça pourrait vraiment être quelque chose qui pourrait presque nous faire vivre dans la vie de tous les jours ? Ah oui, je pense que si vraiment tout le monde s'y attelle, on peut développer ça parce qu'au final, ça n'a pas besoin d'être très grand puisque ça permet de travailler sur de très petites surfaces avec un très fort taux de productivité, ce qu'on n'arrive pas à faire maintenant. Donc oui, je pense que ça pourrait être vraiment une alternative productive. D'accord. Mais je trouve que c'est un très bon espoir pour l'avenir. Je pense que beaucoup de gens devraient s'inspirer de ce genre de choix et d'idées. En tout cas, moi je me souviens au voyage du Rwanda l'année passée, on avait trouvé des petits potagers comme ça un peu dans les jardins des gens, des kitchen gardens comme ils disent. Merci beaucoup Victor. Avec plaisir. On va tout de suite continuer avec une musique sur le PIB et le développement durable, pardon. Alors une musique qui, pour votre information, a été créée et inventée par des élèves qui étudiaient le bac en ES, en France donc. Et je trouve que cette musique assez amusante, je vous laisse l'écouter, à tout de suite. Fin des 80, le rapport brut lente sur la table. Signer la naissance du développement durable. Les nations prennent conscience des limites du PIB. Qu'on appelle dans le métier les externalités. L'air et l'eau sont pollués, les ressources disparaissent. Pour nos enfants, dis-moi, qu'est-ce qu'on laisse? Durable ou soutenable, c'est la même notion. Ouais mais mec, en fait il y a 2 dimensions. PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits
produit intérieur brut. Soutenabilité faible, c'est le nouveau concept. Le capital naturel devient substituable. Dans les mers, les océans, de moins en moins de poissons. De toute façon, dans le futur, on aura l'aquaculture. Avec leurs savants modèles théoriques, les économistes Nous vantent les bienfaits du progrès technique. Les innovations majeures seraient la conciliation Entre croissance économique et conscience écologique. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts. La soutenabilité forte, c'est une autre vision. La biodiversité serait non négociable. Sans modification de nos modes de consommation, La disparition des espèces devient inévitable. rien ne pourra remplacer le capital naturel. Tout ça va faire de la Terre une vaste poubelle. Quand le climat sera totalement déréglé, Même le progrès technique ne pourra rien changer. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée